Merci beaucoup, Sally, de m'avoir invitée et surtout de parler de la morphologie. Quelque chose, en tout cas un sujet dont on parle beaucoup, mais dont on n'a pas de données empiriques. Effectivement, quand on parle de la morphologie verbale des langues créoles, on l'a souvent décrit en tout cas comme étant simple. Et on dit souvent qu'il n'y a qu'une seule forme, ou peut-être deux dans certains cas, comme c'est le cas du mauricien, comme vous pouvez le voir ici. Mais qu'on dit que ces formes ne sont pas vraiment importantes, de toute façon c'est de la phonologie, et que dans les langues créoles, en tout cas à base française, le verbe ne varie pas en genre, en nombre, en personne, et ne marque pas l'aspect, le mode, et le temps et l'aspect sont exprimés par des marqueurs syntaxiquement indépendants. Donc, on peut effectivement comparer, ça marche ou ça marche pas ce truc, je sais pas. On peut effectivement comparer le français, où on voit, comme vous le voyez en 1, le verbe aller, où la terminaison ER est associée au trait morphosyntaxique qui est l'infinitif. En 1b, vous voyez le même verbe avec un thème différent et d'autres suffixes qui expriment le futur. Et en C, encore une fois, un thème différent et un suffixe qui exprime la deuxième personne du singulier. En comparaison, le mauricien présente ici 3 formes qui viennent du même verbe, du verbe aller, une forme qu'on a appelée une forme longue, aller, et une forme courte, al, et la forme va, qui va pas être utilisée, en tout cas en mauricien, pour exprimer aller, mais pour exprimer un futur. Alors, c'est une perspective qui a effectivement servi de fondement à une théorie qui est vraiment solidement ancrée en linguistique, malheureusement. C'est la théorie pidgin créole qui suppose que les locuteurs qui acquéraient en fait le français ou le portugais, etc., ont simplifié la langue parce que le paradigme était trop complexe pour qu'ils puissent l'acquérir, et donc que ces locuteurs ont sélectionné la forme de l'infinitif et l'ont pidginisé, donc c'est le terme qu'on utilise pour parler de la simplification, et que l'adoption de ce pidgin par les enfants va complexifier le pidgin pour en faire un créole. Alors, dans cette théorie, malheureusement, on va également stipuler que les langues créoles sont donc génétiquement différentes de leur langue source et également typologiquement différentes de leur langue source. Donc, pour le français, on va dire que c'est une langue flexionnelle, très riche, alors que pour les créoles, on va dire que ce sont des langues isolantes ou simples. Alors, bien évidemment, ces stipulations sont spéculatives puisqu'on n'a pas de description complète en fait de ces langues. Et comme l'a démontré Chaudenson dans pas mal de ses travaux, les variétés sources qui ont servi effectivement de base aux langues créoles sont des variétés qui sont parlées plutôt que la variété écrite dont on se sert pour faire la comparaison avec les créoles. Il faudrait également ne pas oublier que la scolarité devient obligatoire qu'en 1882 avec la loi Jules Ferry, et que les créoles dont on parle à l'heure actuelle avaient déjà émergé dès 1721 en tout cas, ou 25 pour le créole mauricien. Et comme l'a mentionné tout à l'heure le professeur Klingler, le temps et l'aspect dans les créoles viennent en fait de périphrases françaises qui sont utilisées à travers la France à cette époque et qui ont été exportées donc dans les colonies. Et on en a ici quelques exemples en 3 où on utilise souvent le passé surcomposé pour exprimer un antérieur.
Donc il a été venu, il a été malade. Ce n'est effectivement pas du français standard, mais on les retrouve partout. On a également les périphrases pour exprimer le progressif. Il est à prévenir. Donc c'est ce après dont nous parlait tout à l'heure Tom, qui s'est grammaticalisé pour exprimer le progressif. Et il est pour venir, donc le pour ici va également être grammaticalisé pour exprimer le futur, et il va venir, qui est, à dire vrai, très très fréquent dans le français contemporain. Donc ce qui est intéressant avec ces périphrases, c'est que ce sont des périphrases en français, mais dans les créoles, effectivement, des éléments en fait, de ces périphrases vont être grammaticalisés pour exprimer le temps, le mode et l'aspect. Et encore plus important, c'est que ce sont des éléments qui vont pouvoir se combiner pour pouvoir exprimer des temps et l'aspect complexe. Alors, pour revenir à cette histoire de simplification du paradigme, effectivement, quand on regarde le paradigme écrit du français, d'accord, on a l'impression que c'est très complexe avec tous ces suffixes qui marquent effectivement la première personne. J'arrive pas à le faire ici, voilà. La première personne avec une terminaison en E qui se distingue pas ici de la troisième personne du singulier, mais on voit bien qu'à l'écrit, en tout cas, on distingue la deuxième personne du singulier, et la deuxième personne du pluriel. Effectivement, ça a l'air très complexe, très joli, magnifique, sauf que dès qu'on enlève l'écrit, eh ben, on ne trouve pas autant de formes distinctes qu'on voudrait. Vous voyez déjà qu'au présent de l'indicatif, on a 3 formes. Lave, qui va être la forme utilisée pour toutes les personnes au singulier, et la troisième personne du pluriel, et puis 2 formes distinctes pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Vous pouvez également constater qu'au futur de l'indicatif, il y a effectivement un même type de syncrétisme, ici au sens morphologique, où vous voyez que la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier sont similaires, en tout cas. Et au niveau des formes non finies que vous voyez en bas, vous voyez qu'il n'y a que 2 formes. Une forme distincte pour le présent, le participe présent, l'avant, contrairement aux autres. Donc, on pourrait se demander où se trouve le féminin, donc le genre, où se trouvent les pluriels et où se trouve le temps, le mode et l'aspect. Alors, je vais faire encore un petit tour de magie. Parce que pour le commun des mortels, j'entends pas très souvent le présent du subjonctif, ni le passé du subjonctif, et encore moins le passé simple. Donc, ça veut dire qu'on peut enlever de ce paradigme plusieurs temps ou aspects qui ne sont pas vraiment utilisés à l'oral, d'accord ? Quelqu'un me fait dire que, oui, les enfants entendent à travers les contes, le passé simple. Moi, ma mère ne m'a jamais lu de contes. Et je me demande si au XVIIe siècle, les mamans lisaient des contes à leurs enfants. Donc, effectivement, quand on regarde ce paradigme parlé par les locuteurs francophones, on voit bien un paradigme très réduit qui, en fait, oppose pratiquement 2 formes. Je fais également une petite note sur le futur de l'indicatif, qui souvent est remplacé par le futur périphrastique en français. C'est effectivement ce qu'a montré Abouda et Skrovec dans leurs travaux, où ils montrent que et les adultes et les enfants utilisent souvent le futur périphrastique plutôt que le futur synthétique. Et il faudrait également noter que la première personne du pluriel est également remplacée par le « on », d'accord ? Donc, on peut bien évidemment se débarrasser de ce « on » et le supplanter par une forme de la troisième personne. Donc, encore une fois, on se retrouve avec 2 formes au niveau de ce paradigme verbal du français.
Oups. Alors, si on regarde maintenant les 3 classes de conjugaison dont on parle en français, on se rend compte bien sûr que déjà le groupe 1, c'est le groupe qui est le plus productif. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je l'ai noté ici. Donc, ce sont des lexèmes qui sont pris à partir de lexique, qui est une base de données lexicale. La plupart des verbes du français se retrouvent dans ce groupe 1, d'accord? Et les nouveaux verbes, puisque c'est le groupe productif, les nouveaux verbes vont intégrer ce premier groupe, contrairement aux 2 autres groupes. Finir, par exemple, le deuxième groupe qui se termine en -ir, c'est une classe très fermée, où il y a à peu près 300 verbes. Il n'y en a pas eu de nouveaux verbes depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis, quand on regarde le 3e groupe, c'est un groupe où il y a toutes sortes de choses, incluant plusieurs verbes qui sont les seuls à faire ce qu'ils font. Par exemple, le verbe dire, il n'y a que lui qui fait ce qu'il fait. D'accord? Et le verbe pouvoir, il n'y en a que 2 qui, effectivement, vont se fléchir comme le verbe pouvoir. Et bien évidemment, on pourrait se demander aussi quelle est la fréquence de ces verbes, quelle est la fréquence de ces formes distinctes au niveau du paradigme, ce qui va être très important lorsqu'on est en train de parler de l'acquisition des langues. Si je n'entends jamais un passé simple, je ne vais jamais l'acquérir, le passé simple. Et si j'entends jamais la forme dit, je ne vais jamais l'acquérir non plus. Il faudrait également noter qu'au XVIIIe siècle, le R final, qu'on retrouve dans laver, en tout cas à l'écrit, finir, pouvoir et cuire, non pas pour cuire en tout cas, pouvoir, étaient chutés et ont été réinstaurés en fait pour le 2e groupe et le 3e groupe, mais pas pour le 1er groupe. Donc c'est vrai que du coup, avant le XVIIIe siècle, on disait on disait laver, d'accord, et on disait aller et amener, finir, et on faisait tout chuter pour dire laver, fini, etc., etc. Et on a réinstauré en fait pour le 2e groupe et le 3e groupe. Donc, ce qui est important à retenir de ce tableau et de ce que j'ai dit précédemment, c'est que le français oppose ce qu'on pourrait appeler pour l'instant une forme longue, d'accord, et une forme courte, en tout cas au niveau du 1er groupe. Et ce contraste est en effet très perceptible chez les locuteurs, chez les apprenants français, d'accord, en L1. C'est ce que Kilani-Schoch et Dressler ont démontré, justement, et également, pour citer Daniel Véronique, qui est ici, est quelque chose qui est également perçu chez les locuteurs de L2 du français. Alors, de manière importante, ce qu'on peut dire, c'est que les formes syncrétiques, encore une fois, morphologiquement parlant, vont obscurcir en fait la fonction des verbes en français. Donc, quand on voit une forme comme lave, on n'est pas sûr, en fait, si c'est un subjonctif, si c'est un présent, si c'est une première personne du singulier, etc., etc. D'accord ? Par ailleurs, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce syncrétisme obscurcit le paradigme, c'est-à-dire que ça contribue, comme je l'ai écrit ici, à l'opacité paradigmatique, c'est-à-dire que quand on voit une forme comme peigner, à la 2e personne du pluriel au présent de l'indicatif, on pourrait se demander si c'est le verbe peindre ou si c'est le verbe peigner. Et donc, comment est-ce qu'on le fléchit? Donc, si on en croit ces données, donc la distinction d'au moins 2 formes devrait apparaître dans les créoles à base française, même en l'absence de ces fonctions appropriées. Et c'est effectivement le cas. Donc, j'ai mis ici quelques créoles à base française. Donc, dans les créoles de l'océan Indien, cette distinction entre une forme courte et une forme longue, elle est vraiment très importante. En mauricien, il y a 70% de formes qui alternent. On peut dire que c'est la même chose à peu près pour le réunionnais, pour le séchellois, etc.
En guadeloupéen, sur 1823 lexèmes verbal que j'ai recueilli, il y en a 34 qui alternent. Pour le haïtien, sur les 2657 lexèmes verbal que j'ai recueillis, il y en a 12. Et en louisianais, selon les données de Tom Klingler, il y en a à peu près 50%. Et en taïo, malheureusement, on n'a pas assez de données, il n'y a pas vraiment de dictionnaire sur lequel je pouvais m'appuyer et il reste encore pas mal de recherches à faire sur la langue. J'en ai en fait trouvé 3. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, en fait, il y en a un peu plus en taïo. Donc, c'est sortir, venir, etc. Sortir, oui, venir, etc. qui sont en taïo. Mais ce qui est intéressant, c'est que très souvent, en fait, ce sont les mêmes formes qui vont alterner, ce qui nous dit quelque chose, en fait, sur la fréquence, probablement, de ces formes. En même temps, ce ne sont pas les mêmes formes qui sont, en fait, retenues. On peut le voir avec le verbe, par exemple, aller, où on voit d'une part que le verbe aller a été régularisé pour prendre un petit peu la forme alternante qu'on voit pour le premier groupe. Donc on a en créole mauricien aller al, mais on va avoir par exemple en guadeloupéen aller aille, et en haïtien on a vini vin. Donc encore une fois, ce qu'on voit en fait dans les créoles à base française, c'est que ce patron entre une forme longue et une forme courte va être effectivement étendu au deuxième groupe et au troisième groupe de verbes du français. Alors, donc on le voit bien, même si effectivement les proportions sont beaucoup plus grandes dans l'océan Indien que dans les Amériques, en tout cas dans les petites Antilles, etc., il y a quand même une alternance qui reflète en fait la structure du paradigme du français qui apparaît. Et la fonction de ces formes va varier justement dépendant des langues et dépendant des contextes d'émergence. Alors, j'ai mis une note où effectivement en réunionnais il y a plus que 2 formes, donc c'est pour ça que j'ai un peu changé pour parler d'une première forme et d'une deuxième forme au niveau du tableau. Effectivement, en créole réunionnais, on va avoir une forme qui est la forme du futur synthétique, mettra par exemple. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en fait, la forme synthétique du futur apparaît seulement avec la négation. Dès qu'on enlève la négation, on va utiliser le futur périphrastique. Et puis, on a des formes comme mi, qui sont en fait des formes venant du participe passé du français. Donc, ce qui vous montre qu'on n'a pas récupéré l'infinitif. De toute façon, l'infinitif est lui-même syncrétique avec plusieurs autres formes, comme je vous l'ai montré. Alors, en ce qui concerne les fonctions, et c'est là où ça devient intéressant, étant donné qu'on n'a pas récupéré toutes les fonctions, ce qui va se passer, c'est que dans chaque contexte, et dépendant justement des langues qui vont entrer en contact, on va avoir des fonctions qui vont être différentes. Donc dans le cas du créole mauricien, mais aussi du séchellois, du agalégain, etc., on va avoir une distribution qui ressemble aux langues bantoues de l'Afrique de l'Est. Donc comme le makwa, le makondé ou le zoulou, d'accord, où l'alternance de formes vont être utilisées pour la morphologie. Donc, par exemple, on fait de la réduplication avec les 2 formes. On va également utiliser ces 2 formes pour faire de la conversion. Et en syntaxe, je vais vous donner quelques exemples. On va voir qu'effectivement, il y a une contrainte de sélection dans la distribution en fait, des 2 formes. Donc, par exemple, on va avoir une forme courte lorsque le verbe est suivi d'un complément canonique, alors que si ce complément est extrait, on va avoir une forme longue. Et en mauricien, on va avoir également une forme longue lorsqu'on a un complément phrastique, donc une subordonnée, si vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est que
on va également avoir l'alternance de forme pour exprimer le focus. Donc, on a 3 types de focus qu'on peut identifier, ce qu'on appelle le verum focus, le focus sur l'objet et le focus sur le verbe. Alors, je vous donne quelques exemples. Donc, un exemple de réduplication en créole mauricien, les cause menti, veut dire qu'il ment des fois, une fois de temps en temps, quelque chose comme ça. Ce qu'on retrouve dans les langues, effectivement, comme le makoa, le makondé, mais aussi dans le malgache, qui sont les langues qui ont contribué aux Mauriciens. Ensuite, vous le voyez en 5A et 5B. Donc, quand on a le complément du verbe qui se trouve à côté, on va avoir une forme courte, alors que si on n'a pas de complément du tout, on va avoir une forme longue. Le verum focus, donc, vous le voyez en contraste avec 5A, je le fais, l'icose menti, ça ce serait l'assertion normale. Mais si je fais un verum focus, l'icose menti, donc je monte au niveau de l'intonation, c'est une phrase qui va arriver dans un contexte où vous croyez que c'est pas vrai, que la personne ment. Et donc moi, je vais vous dire, mais non, en fait, l'icose menti. Voici les 2 exemples qui vous montrent qu'on fait effectivement en contraste au niveau du verbe lorsque on a ce qu'on pourrait appeler des ajouts à la base. Donc, en l'occurrence, beaucoup n'est pas un argument en fait du verbe. Donc, effectivement, on s'attendrait à ce qu'on ait une forme longue, l'icauser beaucoup, d'accord? Mais par contre, on peut dire l'icause beaucoup. Okay. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre beaucoup comme un argument et on focalise sur beaucoup plutôt que focaliser sur le verbe. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe en haïtien, je reprends ici des données du professeur De Graaf et les miens. On peut voir que ça ressemble un petit peu au créole mauricien. Donc, on va utiliser effectivement les 2 formes pour faire de la conversion. Par contre, au niveau de la réduplication, en tout cas pour les données que j'ai, c'est une réduplication syntaxique et pas en tout cas morphologique de la manière dont j'en ai parlé pour le créole mauricien. Et au niveau syntaxique, on fait des choses un peu différentes, mais ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple ce qui se passe avec les pronoms. Alors, on le voit, donc quelques exemples en tout cas pour vous donner un peu de données du haïtien. Donc, vous voyez le contraste entre le verbe gain et gagnant. Lorsque gain est suivi de son argument, on va avoir une forme courte et une forme longue lorsque l'argument a été extrait. Alors, on me dit que des fois, on peut avoir une forme longue ici, et moi, je me demande si, justement, c'est pas dans les cas de focus qu'on a une forme longue. Ensuite, la chose qui est distincte entre le haïtien et le mauricien, c'est effectivement ce contraste entre le passif et l'actif. Donc, il y a des formes qui vont être utilisées que dans les constructions passives, comme fait, alors que fait va être utilisé que dans les constructions actives. Et je parlais des pronoms clitiques. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quand on a une forme pleine du pronom, on va avoir une forme courte, alors que quand on a une forme cliticisée du pronom, on a la forme longue. Donc ça, c'est une contrainte qui est intéressante, puisque on voit la même chose en guadeloupéen, où lorsqu'il y a effectivement cette différence entre 2 formes, on va avoir une sélection, d'accord? Le pronom cliticisé va toujours se mettre avec une forme longue, alors que le pronom plein va se mettre avec une forme courte. Alors, ce qui est intéressant avec le guadeloupéen, c'est la distinction aspectuelle qui apparaît lorsqu'on a 2 formes. Donc, comme dans l'exemple en 13, en savent ça versus en savait ça, pris du dictionnaire de Ludwig. Donc, il y a ici une différence aspectuelle ou peut-être une différence de temps. Donc, dans le premier cas, on va l'interpréter au présent, je sais ça, alors que dans le cas de la deuxième phrase, on va l'interpréter au passé, donc je savais ça. Donc, on peut parler de ce qu'on pourrait
distinguer comme étant un perfectif d'un imperfectif. Et on voit la même chose pour un verbe comme vin et vini. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux types d'interprétation aspectuelle où on a un progressif ou un prospectif ou ce qu'on pourrait appeler un futur proche. Alors, en guadeloupéen, et en fait dans pas mal de langues qu'on pourrait appeler les créoles de l'Atlantique, donc c'est le cas du Cap-Vert, c'est le cas également du créole jamaïcain, il y a cette distinction aspectuelle qui est perçue au niveau lexical. Donc, un verbe savoir, qui est traditionnellement décrit comme étant un verbe d'état, va être toujours interprété au présent, alors qu'un verbe comme manger, qui est traditionnellement décrit comme un verbe dynamique, va s'interpréter au passé. Alors, c'est, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on voit non seulement en fait dans le guadeloupéen ou le martiniquais, mais qu'on voit ailleurs, mais qui nécessite quand même en tout cas une analyse où on parle du temps et de l'aspect, d'accord, et que ça veut dire que ce qu'on disait au niveau de l'expression du temps et de l'aspect qui n'est pas encodé par le verbe simple est absolument fausse. Alors, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on est obligé du coup de procéder à ce qu'on appelle une analyse bidimensionnelle de l'aspect, où l'interaction de l'aspect lexical et l'aspect grammatical vont jouer un rôle. Donc, vous le voyez ici, et en plus, la combinaison avec les marqueurs de temps va faire qu'on a quelque chose d'encore plus compliqué. Et surtout, la classification traditionnelle entre verbe dynamique et verbe d'état, simplement, ne va pas rendre compte des combinaisons. Donc, vous le voyez, un verbe comme aimer, normalement, ne devrait pas prendre ce qu'on a appelé un progressif en guadeloupéen, le cas, et pourtant, ça le fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un changement au niveau de l'aspect lexical, où on commence à aimer, où on a quelque chose d'itératif. Donc, à chaque fois qu'il me parle, j'aime ça. D'accord ? Donc, c'est assez intéressant. Et ça me fait penser à ce qui se passe en créole mauricien, puisque c'est quelque chose qui a été noté déjà par Sereine en 1978, où l'interaction avec le temps et l'aspect, dépendant en fait de l'aspect lexical, va être un peu différent. Alors, je termine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, tout d'abord, dépendant des créoles qu'on est en train de regarder, donc dans l'océan Indien, le système verbal de base, en tout cas au niveau des formes, va arriver du français, mais par contre, les fonctions vont être très, très similaires aux langues bantoues du sud-est, alors que dans le cas des créoles des Antilles, en tout cas des petites Antilles, ce qu'on voit, c'est que le paradigme verbal va être très, très similaire aux langues Niger-Congo, d'accord, qui justement présente cette distinction, donc vous le voyez ici en Wolof, entre l'interprétation du dynamique au passé et l'interprétation des statifs au présent. Donc, je vais conclure en disant que les créoles n'ont pas une morphologie pauvre, que les marqueurs de temps, de mode et d'aspect sont de manière automatique, étant donné leurs fonctions et comment ils combinent avec les verbes, doivent faire partie du paradigme verbal et que effectivement, ce qu'on voit, c'est que ces langues créoles vont mettre en jeu des propriétés qu'ils ont récupérées de toutes les langues qui ont été en contact dans leur contexte, ce qui fait, et là je vais probablement lever des sourcils, ce qui fait que les langues créoles, pour moi, ce sont des langues polygénétiques. Merci. Bon, merci infiniment. Malheureusement, nous n'avons pas de temps pour discuter la communication et on va passer à la dernière intervention pour ce matin.